Le Bismarck était un cuirassé de la marine allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était considéré comme un joyau et le plus puissant navire de guerre de toute la flotte allemande. Il a été construit avec l'objectif de dominer les mers. Il a été utilisé dans l'océan Atlantique pour attaquer les convois alliés, ce qui coupait en partie les ravitaillements. Son rôle au début de la guerre fut des plus importants. Il donna pour un temps une nette supériorité maritime au Troisième Reich. Le Bismarck a été construit au chantier naval de Bloms and Voss à Hambourg. Sa construction a débuté en 1936 et il a été mis en service en 1940. Tout avait été mis en œuvre pour que ce cuirassé puisse rivaliser avec ceux des Anglais et des Américains. Il avait une impressionnante longueur de 251 mètres sur une largeur de 36 mètres et une hauteur de 50 mètres. Il était doté de 8 canons de 380 mm qui avaient la possibilité de tirer des obus très lourds sur une forte distance. Il possédait également 28 canons pour la défense aérienne. Le Bismarck était une véritable machine de guerre avec un blindage conçu pour résister à des impacts de canons, de torpilles ou de mines. Sa propulsion était assurée par 3 turbines à vapeur alimentées par 12 chaudières pour une puissance énorme de 150 000 chevaux vapeur qui lui permettait d'atteindre une vitesse de 55 km/h. Finalement, l'imposant cuirassé pouvait accueillir 2200 membres d'équipage. En résumé, le Bismarck symbolisait le renouveau et la puissance du régime nazi qui comptait sur lui pour dominer la puissante Royal Navy britannique. Le 24 mai 1941, le cuirassé allemand a accompli un exploit qui a ébranlé les Britanniques. Il a réussi à couler le cuirassé HMS Hood lors de la bataille du Danemark. Un obus de 380 mm a touché le Hood dans sa soute à munitions, provoquant une gigantesque explosion, le coulant en quelques minutes. 1415 membres d'équipage furent tués lors de cet affrontement. Cette victoire n'aura pas le temps d'être célébrée. Les conséquences vont être terribles pour le Bismarck. La Royal Navy décide de concentrer ses forces à la poursuite du Bismarck. Pendant plusieurs jours, le grand cuirassé est pourchassé. Il réussit à échapper à ses poursuivants pendant un certain temps, mais les Anglais ne lâchent rien. La poursuite se continue sans relâche. Le Bismarck avait subi des dommages importants lors de son affrontement avec le HMS Hood. Il avait été frappé par plusieurs obus lancés par le HMS Prince of Wales et certaines parties de sa structure avaient été endommagées, mais il avait gardé sa vitesse de navigation et était toujours en mesure de combattre. Le 26 mai 1941, sa situation va cependant se compliquer lorsqu'un avion torpilleur appartenant au HMS Ark Royal va réussir à toucher sérieusement son gouvernail, le rendant difficile à manœuvrer. La marine britannique avait maintenant la possibilité de le poursuivre plus facilement. Une importante attaque va se dérouler. Le Bismarck est en difficulté. Il ne faut surtout pas le laisser s'échapper. Des cuirassés et des croiseurs s'attaquent au grand cuirassé et réussissent finalement à le couler le 27 mai. Le super cuirassé allemand a dû s'avouer vaincu face à une flotte de navires qui l'avait poursuivi sans relâche. Malgré tout, sa résistance demeure légendaire. Pendant 4 jours,
avec des manœuvres habiles et une grande vitesse, le Bismarck était demeuré insaisissable pour la Royal Navy. En 1989, Robert Ballard, l'homme qui a découvert l'épave du Titanic en 1985, réalise un autre exploit. Il découvre le Bismarck au fond de l'océan Atlantique, à 600 km des côtes de la France. Il repose à 4790 mètres de profondeur, ce qui le rend inaccessible à l'homme. Cette localisation a utilisé des appareils sonars et des sous-marins télécommandés spécialement conçus pour supporter les profondeurs extrêmes. Cette découverte est l'une des plus importantes dans la recherche d'épaves. Depuis 1941, le Bismarck n'avait jamais été oublié. Sa puissance et sa fin tragique étaient enveloppées de mystères. L'expédition a été en mesure de photographier l'épave de façon précise, ce qui permet de constater qu'elle avait été fortement endommagée. Le devant du cuirassé est encore identifiable. La coque est endommagée à plusieurs endroits. La corrosion a aussi fait son œuvre avec le temps. L'attaque de la Royal Navy a endommagé la structure. L'effondrement de certaines parties ont modifié son aspect. Des tourelles de canon sont toujours en place. L'arrière de l'épave est complètement détruit dû aux explosions durant les combats. La salle des machines et l'endroit où se situaient les turbines ne sont plus que des ruines. En résumé, le Bismarck a subi des dommages énormes causés par les explosions. L'eau de mer a causé des dégâts depuis 1941 et la forte pression exercée par une profondeur de 4790 mètres a fait le reste. Il est tout de même possible de reconnaître le Bismarck et sa structure. L'épave du Bismarck est l'endroit où 2200 hommes ont perdu la vie. Elle demeure un autre témoin important des terribles combats sur mer lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est un lieu historique de grande importance. Depuis 1989, elle a été explorée à diverses reprises, nous amenant de superbes photographies du cuirassé. Il est maintenant interdit de ramener des artefacts à la surface. Ceci est dans le but d'éviter sa dégradation, qui est déjà fortement avancée. Le USS Lexington était un porte-avions de classe Yorktown. Il a été construit au Newport News Shipbuilding en Virginie. Construit à partir de 1930, il a été mis en service en 1932. Il mesurait 270 mètres sur sa longueur et pouvait accueillir un équipage de 2500 hommes. Il pouvait atteindre une vitesse de 63 km/h. Le Lexington était un porte-avions d'attaque qui offrait diverses possibilités. Il pouvait mener des offensives aériennes, soutenir des forces navales ou intercepter des attaques ennemies. Son rôle a été des plus importants dans la bataille de la mer de Coral entre le 4 et le 8 mai 1942. Cette bataille est l'une des plus importantes durant la guerre du Pacifique. Elle est le premier grand affrontement entre porte-avions dans l'histoire. Cette bataille se veut un tournant dans cette guerre. En compagnie du porte-avions USS Yorktown, le Lexington a mené de dures attaques contre la flotte japonaise. Le porte-avions japonais Shukaku a été endommagé sérieusement. Cette bataille est considérée comme une victoire par les Américains, car pour la première fois, les Japonais ont été contraints de se retirer.
Leurs avancées expansionnistes étaient enfin stoppées à 800 km des côtes australiennes. Cependant, les Américains avaient dû payer le prix fort lors de cette bataille. Le USS Lexington avait subi de lourds dommages. Il avait été touché par des bombes et des torpilles. De fortes explosions ont retenti, suivies d'incendies. Après des heures à tenter de maîtriser les incendies, l'équipage a dû se résoudre à évacuer le navire qui a sombré le 8 mai 1942. Ce fut une perte énorme pour les États-Unis, mais elle a aussi démontré que les porte-avions demeuraient une nécessité pour gagner cette guerre. C'est ainsi que les énormes possibilités industrielles du pays ont redoublé d'ardeur pour la construction de nouveaux porte-avions, une décision qui assurera la supériorité maritime des Américains face à la solide armée japonaise. En mars 2018, Paul Allen est celui qui parvient à localiser le USS Lexington. L'épave repose à 3000 mètres de profondeur, à 800 km des côtes australiennes. Des photographies nous révèlent les hangars pour les avions et plusieurs éléments de la grande structure. Le Lexington est dans un excellent état de conservation, malgré la corrosion causée par l'eau de mer. Les avions et de nombreuses structures sont toujours reconnaissables, ainsi que les ponts, les canons et les hélices. L'US Navy a préservé le site en honorant les victimes de ce terrible naufrage. Il est donc considéré comme un mémorial. Le Lexington n'a pas seulement permis d'arrêter l'avancée des Japonais, il a aussi permis de comprendre l'importance des porte-avions lors d'une guerre maritime menée sur une longue distance. Il est aujourd'hui le témoin de la bravoure de 216 marins, des hommes qui ont sacrifié leur vie pour une cause qu'ils croyaient juste. Le SS Edmund Fitzgerald était un navire marchand américain. Il a été construit au chantier naval Great Lake Engineering World à Rivière-Rouge, au Michigan. Il a été lancé en 1958. Il mesurait 222 mètres de longueur sur une largeur de 23 mètres. Ce cargo était destiné au transport en vrac. Il était l'un des plus gros navires à cette époque pour le transport de minerais de fer et autres matières premières. Il œuvrait uniquement sur les 5 grands lacs entre le Canada et les États-Unis. Le Fitzgerald a connu une longue carrière sans histoire. Il a effectué d'innombrables traversées sur le lac supérieur, vers les ports de Duluth au Minnesota et Détroit au Michigan. Il était reconnu pour sa grande capacité de chargement. Depuis plus de 17 ans, il avait gagné le respect pour sa fiabilité et son endurance. Il avait parfois rencontré de dures conditions climatiques et il avait toujours livré la marchandise à bon port. Sa disparition dans la nuit du 10 au 11 novembre 1975 demeure un mystère. Le 10 novembre 1975, le Edmund Fitzgerald transportait du minerai de fer. Il était parti de Eagle Harbor en destination de Détroit au Michigan. Alors qu'il se trouvait en pleine mer, une violente tempête s'est soudainement levée. Cette tempête a soulevé d'énormes vagues et des vents de plus de 100 km/h. Rapidement, le cargo a connu d'importantes difficultés. Des signaux de détresse ont été envoyés. Le Fitzgerald avait des ennuis de navigation
alors qu'il rencontrait des vagues géantes. Le capitaine Ernest McSorley a laissé savoir à un autre cargo qu'il avait perdu la direction et qu'il tenterait de se mettre à l'abri. Ce fut le dernier message. Plus jamais on n'entendit le capitaine par la suite. À 19h30, en seulement 10 minutes, le Fitzgerald a coulé dans les eaux profondes du lac Supérieur avec 29 membres d'équipage. Ce naufrage demeure un mystère pour les autorités américaines. Ce n'était pas la première fois que le Fitzgerald affrontait de dures conditions. On se questionnait à savoir pourquoi il n'avait pas pu surmonter les obstacles cette fois-ci. Quelques jours après le naufrage, l'épave a été repérée à une profondeur de 160 mètres, près de la baie de Whitefish, au nord du lac Supérieur. Le Fitzgerald semblait pratiquement intact. Par contre, plusieurs endroits de la coque étaient fissurés. La proue était séparée du navire. Des restes étaient éparpillés. Il était possible d'apercevoir la cheminée, les ponts et la salle des machines. Les experts ont suggéré quelques hypothèses pour expliquer cette tragédie. Outre les fissures de la coque, on croit qu'un chargement trop lourd pour faire face à une tempête d'une telle ampleur aurait pu causer la perte du navire. Des vagues de plus de 8 mètres peuvent l'avoir tout simplement fait chavirer. Quoi qu'il en soit, ce naufrage demeure mystérieux et on n'a jamais su de façon certaine la cause principale. Chaque année, un service commémoratif est célébré en l'honneur des 29 disparus. Des monuments et des plaques commémoratives ont été installés dans les ports du lac Supérieur, du Wisconsin et de Détroit. Le Fitzgerald nous rappelle que les 5 grands lacs entre le Canada et les États-Unis demeurent des mers intérieures et ne sont pas sans danger. Le SS République était un paquebot transatlantique. Il a été construit en 1853. Il était la propriété de la Compagnie maritime de New York. Il mesurait 86 mètres de longueur sur une largeur de 12,5 mètres. Il était destiné au transport de passagers et de marchandises entre l'Amérique et l'Europe. Tout au long de sa carrière, le République était fiable et il a traversé l'Atlantique à de multiples reprises. Il était l'un des plus célèbres navires à vapeur de son époque, capable d'embarquer plus d'1 millier de passagers à son bord. Le République était un paquebot à vapeur propulsé par des roues à aubes installées de chaque côté du navire. Des chaudières à vapeur alimentaient les moteurs, ce qui le rendait beaucoup plus rapide qu'un navire à voile. Il était aussi très moderne pour le confort de ses passagers, avec une première classe possédant de belles cabines et une classe plus économique pour les gens moins fortunés, en plus de posséder de vastes compartiments pour le transport de marchandises. Le République transportait des denrées alimentaires, des textiles, ainsi que des pièces d'or et d'argent. À ses débuts, ce paquebot s'appelait le SS Tennessee et il avait pour vocation de relier le nord et le sud des États-Unis, ce qui facilitait les échanges commerciaux dans le pays. En 1856, il a été renommé le SS République après avoir été vendu à une autre compagnie maritime, la New Orleans Mobile Railroad Company. En 1862, des changements significatifs ont été apportés pour le rendre plus compétitif face à d'autres paquebots. Il était maintenant considéré comme un navire moderne, capable de traverser les océans en toute sécurité. En 1865, alors que le République
naviguait entre New York et la Nouvelle-Orléans. Il a dû faire face à une énorme tempête. Le navire transportait près de 80 passagers, l'équipage et beaucoup d'objets personnels et une fortune en pièces d'or et d'argent destinée à l'intention de la Banque des États-Unis. On évalue que cette monnaie valait à l'époque 400 000 $. Le paquebot se retrouvait au large des côtes de la Géorgie lorsqu'il a commencé à rencontrer de graves difficultés. Les vagues énormes et les vents ne laissaient aucun répit à l'équipage. L'eau a commencé à envahir le République. Rapidement, la situation est devenue ingérable pour les marins qui se battaient tant bien que mal contre les éléments. Le capitaine James William Easton a pris la décision d'abandonner le navire avant qu'il ne soit trop tard. Le navire avait subi de lourds dommages et Easton savait déjà qu'il coulerait. Des canots de sauvetage ont été mis à l'eau dans des conditions extrêmement difficiles. Des navires voisins sont venus au secours du paquebot en détresse, avec le résultat que tous les passagers et l'équipage ont pu être sauvés. Après plusieurs heures à dériver dans les eaux, le République a coulé au large des côtes de la Géorgie. L'épave se retrouvait dans une profondeur de 1500 mètres, ce qui était inaccessible à cette époque. Pendant des décennies, la fortune à bord de l'épave du République nourrira les fantasmes des explorateurs. En 2003, près de 138 ans après son naufrage, le groupe Odyssey Marine Exploration retrouve l'épave à environ 160 km du rivage. Dû à sa profondeur et de la faible activité biologique, l'épave était dans un excellent état de conservation. Un très grand nombre d'artefacts a été récupéré, ainsi que des pièces d'or et d'argent, des pièces de monnaie très rares et d'autres objets de très grande valeur ont également été retrouvés. Les explorateurs étaient en présence de l'un des plus grands trésors archéologiques sous-marins. Cette découverte a aussi permis d'avoir une excellente idée de l'architecture et du design des paquebots à vapeur du 19e siècle. Divers accessoires comme des peignes, des boutons, des bijoux et des articles de toilette ont également été retrouvés. C'est un témoignage de la vie quotidienne à bord du navire. Pour l'une des rares fois lors de recherches maritimes, on a mis la main sur des journaux et des lettres des passagers. Rarement une épave aura fourni une telle diversité d'objets. L'épave du République est évidemment d'une grande valeur historique et archéologique. Elle demeure un témoin de la guerre civile qui sévissait à cette période. Un bateau à vapeur comme le République était vital car il assurait la seule route viable entre le nord et le sud. L'épave fournit également de précieuses informations sur la technologie de l'époque. Les pièces de monnaie remontées à la surface ont été traitées et nettoyées avec minutie pour éviter l'oxydation et la dégradation. La découverte du SS République est devenue la réalisation d'un vieux rêve des explorateurs. Le paquebot était célèbre de par la fortune qu'il transportait, ce qui a motivé les chasseurs de trésors. On évalue aujourd'hui que cette fortune avoisine les 180 millions de dollars. C'est l'une des découvertes les plus importantes aux États-Unis pour la recherche maritime. Le SS République est un fidèle témoin d'un passé remontant jusqu'à la guerre civile. Le HMS Prince of Wales est un cuirassé britannique construit dans les années 30 pour renforcer la Royal Navy qui craignait à l'époque
la montée en puissance de l'Allemagne d'Adolf Hitler. Ce cuirassé se voulait encore plus rapide que ses prédécesseurs. Il mesurait 227 mètres de long. Il était équipé de 10 puissants canons répartis sur 5 tourelles, pouvant tirer sur une longue distance. Il était également doté de tourelles anti-aériennes. Sa mise en service en 1941 renforçait de façon significative la flotte anglaise. Le rôle du Prince of Wales durant la guerre est des plus significatifs. Il prendra part à certaines batailles décisives qui seront un tournant durant la guerre. Dès 1941, il débute sa carrière en Écosse. Il protège les convois maritimes et doit opérer dans l'Atlantique Nord au cours de diverses missions. En mai 1941, il est aux côtés du HMS Hood dans le détroit du Danemark, dans un célèbre affrontement contre le fameux Bismarck, la fierté allemande, symbole de puissance. Le HMS Hood sera coulé par le cuirassé allemand, mais le Prince of Wales réussit à torpiller le Bismarck, qui subit des dégâts importants. Quelques jours plus tard, le Bismarck, à bout de ressources, sera coulé par la Royal Navy, mais il est reconnu aujourd'hui que le Prince of Wales est celui qui a réussi la difficile mission de le torpiller. Par la suite, le Prince of Wales se retrouve dans la guerre du Pacifique. Avec le HMS Repulse, il a pour mission de protéger Singapour contre la flotte japonaise. Dès son arrivée, le cuirassé va faire face à une opposition en grand nombre sur la mer et dans les airs. Malgré sa grande capacité de combat, il fait face à l'impossible. Le 10 décembre 1941, il est attaqué par des avions japonais provenant de porte-avions. 4 torpilles endommagent sa propulsion et son système de navigation. Le cuirassé met toute la puissance pour échapper à ses poursuivants, mais il est déjà trop tard. Les premières attaques l'ont gravement touché avec des torpilles et des bombes. Il réussit tant bien que mal à rester à flot, mais après 12 heures, la situation est désespérée. Il coule avec 327 membres d'équipage. Le Prince of Wales coule lentement. Des survivants vont réussir à être rescapés par d'autres navires. La perte est énorme pour la marine anglaise. L'un de ses joyaux est détruit. Le croiseur HMS Repulse a connu un sort identique lors de cette attaque foudroyante des Japonais qui avaient dépêché 85 bombardiers. Ces 2 navires sont les premiers gros navires anglais coulés en mer uniquement par une puissance aérienne. Leur perte à cette époque a été un événement majeur dans cette guerre qui ne faisait que commencer. Elle était le signe de la grande puissance militaire japonaise. Le Prince of Wales a été découvert en 2002, 70 ans après son naufrage. Il se trouve dans la mer de Chine méridionale, à 300 km au large de la Malaisie. Il se retrouve dans une profondeur de 68 mètres. C'est une équipe d'explorateurs sous la direction de David Means qui revendique cette découverte. Une technologie de sonar à balayage latéral a permis la localisation de l'épave. Il a fallu des mois de recherche dans cette zone pour enfin l'identifier de façon certaine. Des sous-marins télécommandés ont également servi dans les recherches pour retrouver le légendaire cuirassé. Diverses photographies ont été prises. Sa découverte représente un grand moment car ce navire est emblématique pour le Royaume-Uni. Il est celui qui a permis la destruction du fameux Bismarck, un exploit légendaire qui a été raconté à diverses reprises. Il a été exploré fréquemment. On peut encore observer les tourelles de canon et les structures du navire.
On a constaté de façon surprenante qu'une grande partie de sa structure était toujours en bon état. L'épave semble en grande partie intacte, malgré la corrosion causée par les courants marins. Il est encore possible d'observer les tourelles de canon, avec les canons qui sont toujours en place. Les mâts sont reconnaissables. Il est à noter que le Prince of Wales repose au fond de la mer à l'envers. Des éléments de propulsion et les dommages subis sur la coque sont parfaitement visibles et sont un témoignage poignant de ce qu'ont vécu l'équipage qui s'est battu pendant des heures pour tenter de sauver leur navire. Aujourd'hui, il demeure un lieu de commémoration en reconnaissance des sacrifices des marins britanniques. L'endroit est protégé pour la préservation du site. Toute exploration du Prince of Wales doit dorénavant être autorisée. Il semblerait qu'un navire chinois, le Xuan Hong 68, aurait illégalement récupéré l'épave pour son acier. Ce navire est fortement soupçonné d'avoir pillé d'autres épaves de la Seconde Guerre mondiale dans les eaux asiatiques. Il aurait été arrêté par les autorités malaisiennes pour violation de documents. Le HMS Hampshire est un croiseur blindé appartenant à la marine britannique. Il était spécialement conçu comme un navire de reconnaissance et de patrouille. Il se voulait plus rapide et plus léger que les croiseurs plus lourds. Il maintenait quand même une grande puissance de feu. Il a été construit dans les chantiers de Fairfield à Glasgow, en Écosse. Les travaux ont débuté en 1903 pour se terminer en 1905. Il mesurait 148 mètres de longueur. Il possédait 2 canons de 190 mm et 12 canons de 152 mm, en plus de canons plus petits. Il pouvait atteindre une vitesse de 43 km/h, ce qui était très rapide à cette époque. Il était opéré par un équipage de 700 hommes. Bien que conçu pour la reconnaissance, il avait la possibilité de mener des attaques contre des navires et des sous-marins ennemis. Durant la Première Guerre mondiale, il a servi dans la mer du Nord et dans la mer Baltique. Il a effectué plusieurs missions de reconnaissance et de surveillance. Il a aussi été impliqué dans la protection d'importants convois maritimes. Il a combattu avec succès des sous-marins allemands. Ce croiseur semblait toujours réussir ses missions contre l'ennemi. Mais en 1916, il aura rendez-vous avec un ennemi qu'il n'avait pas prévu, une mine. Le 5 juin 1916, le Hampshire est en route pour la Russie. Le ministre de la Guerre, Lord Herbert Kitchener, est à son bord. Une discussion sur le déroulement de la guerre doit avoir lieu avec le gouvernement russe. Le Hampshire frappe une mine allemande de forte intensité alors qu'il navigue dans le nord de l'Écosse. Une explosion importante retentit. Des dommages dévastateurs sont infligés au navire. Le Hampshire coule en quelques minutes. 639 personnes perdent la vie dans cette catastrophe. Seulement 12 membres d'équipage survivront à ce naufrage. L'épave a été repérée dès l'année suivante, en 1917. Elle repose à seulement 50 mètres de profondeur, près des îles Orkney en Écosse. Elle a été explorée à diverses reprises. Elle demeure relativement intacte, mais comme c'est la coutume dans les eaux salines et peu profondes, elle a subi de la corrosion et de l'érosion. Une grande partie de la coque est toujours présente. Les dommages causés par la mine sont visibles. Les canons demeurent identifiables
et semblent intacts et sont toujours sur les tourelles. Il est toujours possible d'apercevoir les ponts et la structure du navire. Sa faible profondeur permet une accessibilité relative. L'endroit demeure affecté par le mauvais temps et de forts courants. Les plongées sont donc restreintes et dangereuses. L'épave a été explorée à l'aide de sonars et de sous-marins télécommandés qui ont permis d'avoir des images précises de l'état du croiseur. Les autorités ont mis en place des réglementations pour protéger l'épave. Les missions d'exploration doivent donc être autorisées. L'endroit se doit d'être respecté, car il est le tombeau de 639 personnes. Il est donc un lieu de commémoration pour le pays. Une théorie du complot a fait surface concernant l'histoire de ce naufrage. On raconte que le HMS Hampshire n'a pas été coulé par une mine allemande. Des circonstances mystérieuses seraient à l'origine d'un complot dans le but de tuer Lord Kitchener, qui était un personnage clé du gouvernement britannique à cette époque. Cette théorie semble peu vraisemblable et l'état observé de l'épave au fond de la mer témoigne qu'elle a bel et bien été victime d'une mine. Des navires de toutes les époques, grands ou petits, ont connu des fins tragiques. Certains étaient dédiés au transport de passagers en vacances, ayant l'intention de s'offrir du bon temps dans le confort et le luxe. D'autres avaient la vocation d'explorer des endroits inconnus de l'homme, qui a toujours eu le désir de se surpasser. D'autres navires avaient pour mission d'être en guerre, à la défense de leur pays, n'écoutant que leur courage dans de difficiles missions. Ces navires ont tous connu le même destin. Ils ont été emportés au fond des mers par des éléments sauvages qui ne donnaient aucune chance. L'erreur humaine a parfois scellé le sort de centaines de personnes qui ne pouvaient se douter d'une fin aussi cruelle. Enfin, des navires de guerre ont été coulés dans des guerres innombrables où des milliers de combattants ont perdu la vie en mer. Aujourd'hui, ces épaves sont retrouvées pour nous rappeler un passé qui ne doit pas être oublié.